在楼上，在楼上。Vous voyez tout à fait une minute passée. Encore, oui, là, venez, venez. Ici, il y a une place. Encore une chaise. Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes. Donc, bienvenue à l'Institut Confucius de Pont-Pyrénées. Nous organisons régulièrement des conférences, des expositions, et nous avons aussi une grande bibliothèque avec à peu près 2800 livres. Donc, ce soir, on vous a proposé ici, en fait, quelques livres sur la médecine traditionnelle chinoise. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire un consulter soit sur place, en tant que non-adhérent, soit vous pouvez emprunter en tant qu'adhérent. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez la faire passer. Et ensuite, ce sont deux livres en français, en chinois et en français. Et ici, vous avez quelques CD, quelques DVD. C'est en anglais et en chinois, sous-titré chinois et anglais. Donc, sur, par exemple, le massage pour guérir, pour soigner l'ulcère gastrique, et aussi la digestion, le bien-être du corps entier, la bronchite, l'insomnie, le mal de tête. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi consulter. Et donc ce soir, dans le cadre de notre série de conférences, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Madame Sandra Xivegas, donc intervenante pour la formation au massage chez nous, mais également praticienne de la médecine traditionnelle chinoise. Donc ce soir, elle va nous expliquer les 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc grâce à toi. Merci. Merci.
Je peux juste te poser une petite question. Comment je... En fait, j'avance les pages, je fais juste comme ça. Non, je vais le faire comme ça. Ah, je fais la même. Ok, parfait. Ça. Donc, alors, même si je pratique, donc je suis sans de classe, je travaille à la communauté d'agglomération de Pau et j'interviens donc depuis 3 ans à l'Institut Confucius dans le cadre des formations de massage trina et j'interviens également auprès d'enfants. Tout ce qui est gymnastique, ça peut être un peu de kung fu, un peu de tai chi. Mais ma passion, ma première passion, c'est les arts chinois et toute cette philosophie. Et c'est tellement vaste qu'on ne finit jamais d'apprendre. Moi, j'ai étudié en fait pendant 4 ans à l'Académie du Monde, située à Toulouse. J'ai suivi des cours pendant 4 ans pour pratiquer les massages trina. Mais je ne pratique pas l'aiguille, l'acupuncture, je ne pratique pas. Et je suis également professeure de Tai Chi Chuan dans une association à Lens. Donc voilà, je me suis présentée. Aujourd'hui, voilà, c'est la première fois que j'anime ou que je présente une conférence. Donc voilà, je sais à peu près comment ça se passe, mais je ne sais pas comment bien le présenter. Donc voilà, merci. Voilà, ce que j'ai présenté donc, pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'introduire, on va aborder vraiment l'aspect théorique de la médecine traditionnelle chinoise. Vous doutez bien qu'en 1 heure, on ne peut pas condenser. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à préparer une conférence parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce domaine et sur la médecine traditionnelle chinoise qui est ancestrale. Donc, j'ai eu beaucoup de mal, il y a tellement de choses à dire. Donc, ça va être une approche théorique. Et j'ai prévu aussi de faire une petite pratique avant de commencer la conférence. J'ai prévu de faire une petite pratique sur soi, d'automassage. On va un petit peu s'étirer. Ceux qui veulent rester assis peuvent rester assis, on peut le faire assis. L'idéal, c'est celui d'être debout. Je vous rassure, ce n'est pas un cours de tai chi chuan, c'est juste 2-3 petites minutes pour vous mettre en condition et commencer un petit peu à sentir aussi l'énergie qui circule dans notre corps. Voilà, il m'a semblé important de vous faire ressentir des choses avant de parler de tout ce qui est les bases et les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, on peut se mettre debout, ça ne prend pas de place. Vous restez soit sur place, soit assis, comme vous voulez. Alors, je vous propose tout d'abord de venir ici. On va commencer par tout simplement écarter les pieds à la largeur des hanches. Et vous allez prendre dans un premier mouvement, on va faire 3 inspirations ensemble et 3 expirations ensemble. On va prendre l'énergie de la terre par un mouvement. Donc là, on est bien détendu, bien relâché. J'inspire, je remonte les bras. J'aère mes côtes et j'expire tout doucement. On prend le temps. On calme le physique. J'inspire une 2e fois. Je prends l'énergie de le ciel. J'inspire. Calme les émotions. 3e inspire et dernière. Et je calme mon mental. Comme si votre coccyx dessinait une spirale juste derrière mon centre. Vos poignets d'intermédiaire dans votre axe. Vous frottez les mains. Sentez l'énergie dans votre corps entre les mains. On va venir tout doucement, en mettant nos doigts comme ça. On va venir toujours relâcher. On va venir les poignets souples et relâcher. Et on vient tapoter entre le crâne. Dessus, sur le côté, on descend. On ne veut pas notre respiration pendant ce temps, on respire naturellement. Et on va venir
Alors, c'est l'été, donc c'est la saison, c'est le méridien du cœur. Donc, on va par l'intérieur, rentrer, caresser son bras, et on remonte par l'extérieur. On va faire ça 3 fois de chaque côté. Le cœur, c'est la joie, le bien-être, on prend soin de soi, et on remonte tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on est sur le méridien du cœur, c'est sur chaque côté. Hein. On va le voir dans la conférence. Je descends, je monte par l'extérieur. Je descends et je monte. Encore une dernière fois. C'est la fin de journée, on se détend, on continue à se détendre et on remet bien nos épaules. On inspire, allez, on se détend, on se masse en même temps. Vous avez vu ce mouvement-là, j'inspire, j'ouvre le dos. Et j'ai aussi mon corps qui suit ce mouvement, hein. C'est comme si j'étais une vague. Alors, c'est bien, les bras complètement relâchés. Et j'inverse le mouvement, je le fais de l'autre côté. Voilà, les épaules. Ce n'est pas les bras qui font le mouvement, c'est vraiment le mouvement il part d'ici, c'est pas mon bras qui monte les épaules. Là, ça commence un peu à chauffer, hein, dans la salle, le dernier petit exercice. Alors, ceux qui n'ont pas trop d'équilibre, on peut se tenir pour avoir l'équilibre. Sinon, si vous avez l'équilibre, vous pouvez faire tous les poids du corps sur les jambes, vous choisissez celle que vous souhaitez. Vous pouvez également imaginer 2 petits murs sur chaque côté de vos mains. Donc là, j'ai l'appui. Et je viens ici faire pointe, lever. Je suis toujours au max de ce que je peux. Pointe, lever. Pointe, lever. Et je fais des petits sauts. Dans un sens, et puis dans l'autre. C'est un mouvement qui permet de commencer la journée en montée. Ça met toute l'énergie dans le corps. Tout doucement, le matin, quand on se réveille, le soir, quand on se couche. L'autre, je prends un peu sur une jambe, je m'enracine. Et je fais une pointe. Et je lève. Pointe. Et je détendu tout le haut du corps, comme le ciel, on est disponible. Il n'y a que des jambes là qui travaillent, qui sont ancrées dans le sol. Sauf la jambe levée. Et voilà. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Ça va. Pour cette conférence, on va parler des fondements et de la racine de la médecine traditionnelle chinoise. Je vous l'ai dit, elle est ancestrale. Et je vais mettre aussi l'accent sur les 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, les fondements, en fait, cette médecine, elle est vraiment millénaire parce que tout commence par l'observation de la nature. Ce sont donc des sages chinois qui observent la nature et qui constatent des lois de la nature. Donc, on dit que c'est un trésor scientifique, technique et culturel. La légende. Alors, en fait, on parle de légende parce qu'on dit que la médecine traditionnelle chinoise est vieille entre 2000 et 5000 ans. Il n'y a pas vraiment d'écrit bien précis sur la date précise, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on parle de légende. Tout ce qu'on sait, il y a plein de choses. J'ai choisi, il y avait beaucoup plus de noms, mais j'ai choisi ces 3 noms ici. Fuxi, on lui attribue en fait les premières lois d'organisation de la nature et de l'élaboration du Wiking. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une personne tout à l'heure dans l'assistance qui m'a parlé du Wiking, qui connaissait le Wiking. C'est un ouvrage canonique et en fait qui fait référence au mouvement de l'univers de la nature par des tridrames.
Et il y en a 8 fois 8, 64. Et ces 64 représentent les mouvements de l'univers. Donc, en fait, c'est comme un oracle, c'est un oracle divinatoire. Donc, à l'époque, on allait consulter un sage pour savoir un petit peu ce que nous réservait l'avenir. Mais ce n'était pas vraiment de la voyance, c'est fait tout sur par rapport au ciel, par rapport au yin et au yang, on va voir un peu plus tard, qui sont deux mouvements très importants dans la médecine traditionnelle chinoise, le yin et le yang. Mais si vous voulez, si vous avez des questions, on pourra revenir un peu plus sur le yin. Shangnon, c'est un divin laboureur qui, en fait, il a enseigné l'agriculture et il savait déjà que dans les plantes, qu'il y avait des vertus dans les plantes. Donc, en fait, il faisait toutes des préparations, il testait les plantes sur lui-même. Et enfin, le Huangdi, l'empereur jaune, qui est le classique ouvrage médical, le Huangdi Meijing, et qui est aujourd'hui encore une référence pour la médecine traditionnelle chinoise et qui parle systématiquement de la pathologie, du diagnostic, de la thérapeutique et de la prévention. On va y trouver aussi dans cet ouvrage, on va y trouver aussi des informations sur la pharmacopée, la diététique ou encore l'hygiène de vie. Donc, vous l'avez compris, la médecine traditionnelle chinoise rassemble tout un ensemble de théories et de pratiques. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que l'homme fait partie de l'univers. On est sur la Terre, on dit, tout comme en Tai Chi, l'homme est un trait d'union entre la Terre et le ciel. Donc, l'énergie de la Terre, l'énergie du ciel et l'énergie de la Terre nous influent dans notre quotidien. Donc, on n'est pas à dissocier, on n'est pas à part. C'est comme le corps et l'esprit. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, ce qu'il y a de merveilleux aussi dans cette médecine, certains peuvent se dire, elle est millénaire, elle est vieille, mais c'est des trucs d'avant. En fait, ce qui est remarquable, c'est qu'elle se remet toujours en question. Et aujourd'hui encore, elle fait toujours des recherches et elle essaie toujours de s'ajuster par rapport justement à des nouvelles pathologies, de nouvelles maladies qui existent. Et elle mélange aussi, par rapport aussi que c'est juste de la médecine traditionnelle chinoise. En Chine, il y a des hôpitaux qui ne travaillent que sur, on va dire, la médecine traditionnelle chinoise avec les piliers, la pharmacopée, l'acupuncture. Et il y a aussi un mélange avec, bien sûr, des nouvelles technologies. Ils arrivent à mélanger les deux, c'est très bien. Pour accompagner, parce que d'ailleurs, je précise, et c'est important, c'est pas parce qu'on va voir un médecin qu'on va faire de l'acupuncture qu'il faut se priver d'aller voir votre médecine traitante, d'arrêter un traitement. C'est bien accompagné, d'accord? Et ce qui est important de dire aussi dans cette médecine, c'est que comme elle est préventive, elle est là aussi avant l'apparition des maladies. Quand il y a la maladie, bien sûr qu'elle peut soigner, mais elle est plus en accompagnement. On ne va pas arrêter un traitement médicamenteux, ça c'est important. Et durant toutes ces années, même si donc du coup elle a évolué, elle s'est adaptée, elle a toujours eu pour objectif de maintenir l'individu en bonne santé avant l'apparition d'une quelconque maladie, justement. C'est l'être humain qui est placé au centre. Donc voilà la Luli Wuniki. Donc ça, c'est les personnages que je vous ai parlé au début. D'accord? Alors, je n'ai pas retenu le Foussi. Foussi, là, c'est un extrait du comment ça s'appelle? Voilà, merci. Là, on est encore avec les différents liens avec les points. Avant de continuer à parler avec tout ce qui englobe donc, cette médecine traditionnelle chinoise, il me paraissait important de vous parler des 3 trésors. On les appelle les Sanbao. Donc, il y a le Jin. C'est bien, mais bon, vous aurez compris, vous l'avez écrit en face. C'est l'essence, le Shen, c'est l'esprit, et le Qi, c'est l'énergie. Donc, en fait, tout ce qui vit
rassemble ces 3 trésors. C'est obligatoire d'avoir ces 3 points pour que quelqu'un naisse. C'est l'unité, en fait, c'est le principe du Tao. Le 1, le 3 devient 1 être né. Donc le Jin, c'est ce qui va venir de la terre et qui représente l'essence de nos ancêtres. Donc c'est l'essence, c'est la matière originelle du corps. Le Shen, c'est l'esprit. Ça vient du ciel et ça représente l'esprit supérieur. On peut dire aussi l'âme. C'est la partie immatérielle du corps. C'est la partie du ciel dans l'homme. Et il représente l'ensemble des fonctions psychiques, spirituelles de l'individu. Donc, on a le corps, le Jin, l'essence, le Chen et le Qi. Vous en avez tous entendu parler du Qi. Alors, le Qi, c'est vraiment l'énergie. Alors, l'énergie, elle est invisible autour de nous. En fait, il y a de l'énergie. On ne la voit pas dans notre corps. Elle se diffuse à travers nos méridiens qui traversent chacun de nos organes. On va le voir un peu plus loin. Donc, le Qi, c'est la substance primordiale. Elle est invisible et toujours en mouvement. En fait, elle unit l'essence, le Jin et le Shen. Et c'est ce qui permet justement c'est ce qui permet la vie. Elle n'existe pas que dans l'homme. Elle est aussi bien dans tout ce qui est animé et inanimé. Animé, on va voir les insectes, les animaux. Inanimé, le végétal, les pierres. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le Qi, il s'affaiblit au long de notre vie et il peut se dissiper, il peut se disperser et disparaître. Quand il n'y a plus de Qi dans la personne ou dans le corps animé, on dit qu'il meurt. Mais le Qi s'en va et il retourne à la terre. Il ne disparaît pas, le Qi. Voilà, la mort de l'être humain n'intervient que lorsque le Qi se disperse et retourne à sa forme d'origine matérielle. Donc, quand on est enfant, le Qi, c'est yang, c'est l'énergie. Quand on est enfant, on a beaucoup d'énergie, c'est du Qi, on est du yang. Et plus on va avancer dans l'âge, plus l'énergie va être difficile à avoir, à conserver. Mais tout au long de notre vie, justement, la médecine traditionnelle chinoise nous apprend à la conserver, à la renforcer. Si on a trop d'énergie, on peut essayer justement de la disperser un petit peu. Si on n'en a pas assez, on peut aller la tonifier, cette énergie. Tout ça en étant présent dans notre corps. Vous êtes vous-même le plus capable de savoir dans quelle partie du corps vous vous sentez, comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous vous levez le matin. Voilà, au-delà du corps, il y a aussi l'esprit. C'est à vous vous pouvez travailler votre énergie et pour pouvoir vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Dès le XXIe siècle, les Chinois commencent à accumuler dans ces connaissances sur la pathologie à travers une pratique thérapeutique empirique. Donc, grâce à toutes ces expériences qui s'enrichissent au fur et à mesure des années, le système théorique se développe et il est imprégné et influencé par les sciences naturelles de l'Antiquité. On est toujours donc dans l'observation de la nature. Il y a l'astronomie, le calendrier, la météorologie, l'agriculture, les mathématiques. Et c'est dans la philosophie que va naître la théorie du yin et du yang et des 5 mouvements ou 5 éléments. Donc, je ne sais plus pourquoi j'ai commencé. Le yin et le yang, le cycle. Donc ça, ce sont des images que j'ai voulu les déclencher, voir un petit peu. Donc, tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois du yin et du yang. On va dire que c'est certains encore, des fois c'est un peu abstrait. On dit le yin et le yang, le tronc et le mâle, le jour et la nuit, mais c'est bien plus que ça, le yin et le yang. C'est le 1 donc, qui produit le 2. Dans la science de cosmique, donc, dans la science cosmique de la nature, lorsque le 1 est posé, la vie est là, le 1 se met en mouvement et engendre le 2, c'est le yin et le yang. Alors, ce qu'il faut comprendre, alors, en fait, on va répertorier le praticien en médecine traditionnelle chinoise quand il va soigner un de ses patients.
il va poser son diagnostic, mais il va le faire par rapport à des éléments, par rapport au yin et au yang, par rapport à ses organes, par rapport à ce que la personne va venir lui demander et lui dire comment il se sent. Pour vous donner des exemples, en fait, dans l'univers, comment on classe le yin et le yang, le bas et le haut. Par exemple, le bas, c'est le yin, le haut, c'est le yang. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la terre, c'est le yin, le ciel, c'est le yang. Donc, dans notre corps, c'est la même chose. Intérieur et extérieur. Donc, tout ce qui est en premier, c'est le yin, et en deuxième, c'est le yang. D'accord? Donc, tout ce qui va être dans l'action, c'est le yang. Tout ce qui est immobile, c'est le yin. La nuit, on est yin, la journée, on est yang. Sauf quand on a les cycles inversés. Ça, après, c'est un peu plus compliqué pour trouver le rythme. Alors, ceux qui font des 3-8, tout ça, c'est compliqué après pour avoir un bon rythme de vie et le soleil. Parce que si vous... Normalement, en fait, on suit les saisons, on suit la nature. Hein. On se lève, on se réveille, on devient bien au lever du soleil, et on se couche quand la nuit arrive, tout simplement. Donc, chez l'humain, donc là, c'est pareil. Froid, chaud, mobilité, rétractation, expansion, descente, montée, hydratation, sécheresse. Donc là, peut-être que vous vous demandez mais comment le praticien, par rapport à l'humain, on peut me demander, par exemple, vous pouvez avoir une partie du corps qui est plus froide que l'autre, ou au contraire, une partie du corps qui est plus chaude. Tout ça, ça va donner des indications en fait au praticien. Hein. Une personne qui va transpirer énormément au haut du corps, dans le haut du corps, hein, tout ça va donner des indications. Et on le classera toujours en yin et yang. Dans l'environnement, là c'est pareil, le ciel et le soleil, c'est yang, la terre et la lune, c'est yin, hein, et ainsi de suite. L'activité, le repos, la femme, l'homme. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi voir dans le yin et le yang, ce sont deux forces opposées dans un même objet. Et ce n'est pas parce qu'elles sont opposées, l'une ne peut pas vivre sans l'autre. On ne peut pas séparer le yin, on ne peut pas le séparer du yang. Même si je donne l'exemple du jour et de la nuit, le jour ne peut pas vivre sans la nuit. Et quand c'est la nuit, chaque heure, chaque minute change. Vous voyez, on est toujours dans un mouvement perpétuel. À minuit, 1 heure, 2 heures, 6 heures. Vous voyez, à chaque fois, ça change. Et à 6 heures, on arrive à la fin du yin, au début du yang. Et c'est pareil tout au long de la journée. Le plein yang, c'est midi, 13 heures. Et petit à petit, on arrive dans la journée, comme ça, elle se déroule. On arrive au début du yin, vers 18 heures, 19 heures, hein, bon, suivant le coucher du soleil. Mais en fait, ce sont vraiment deux forces qui s'opposent, mais qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Elles s'opposent et s'attirent. Et dans notre corps, c'est pareil. On a une partie yin et une partie yang. Alors, bien sûr, on ne peut pas avoir tous les jours la même énergie. On n'est jamais équilibré. Justement, le but, c'est du coup, ou alors si on est équilibré, c'est quelques minutes, quelques secondes, mais on ne peut pas avoir tout au long de la journée ce même équilibre. Hein. Donc, c'est ce travail qu'il faut faire justement pour équilibrer tout le temps notre énergie dans notre corps. Notre énergie yin et notre énergie yang. Si on est trop yang, ben, c'est à nous de nous calmer, de nous mettre un peu en retraite pour être un peu plus yin, pour... vous voyez voilà. Donc, on va parler d'harmonie, ce que je disais, quand ces deux forces sont de même intensité. Par contre, dès qu'il va y avoir le yin ou le yang qui devient plus fort, l'autre il va devenir plus faible, et il y en a une force qui va prendre le dessus. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours ce mouvement qu'il y a entre le yin et le yang. Quand je disais qu'elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, c'est parce qu'il y a un rapport d'interdépendance et d'engendrement. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail par rapport aux organes, mais les organes ils s'enchaînent. En fait, il y a le foie, l'énergie du foie va engendrer l'énergie du cœur. Le cœur, l'énergie du cœur va engendrer l'énergie de la rate. Et ainsi de suite, et ça va tourner en boucle. Donc, vous imaginez que si jamais la rate qui n'est pas assez forte, elle ne pourra pas donner l'énergie suffisamment pour l'organe qui suit. On dit c'est la mère et le fils. Hein.
La rate, c'est la mère des poumons. Donc, quand on va voir, par exemple, peut-être que là, je rentre tout dans les détails, je ne voudrais pas vous perdre, donc on va rester sur ça. Donc là, on était sur le yin et le yang, d'accord? Maintenant, sur les 5 mouvements ou 5 éléments. Donc, toujours par rapport à la contemplation de la nature, les sages ont observé autour d'eux la vie, et ils ont établi donc la loi du yin et du yang, et ils ont répertorié cela en plusieurs étapes. Parce que comme ça bouge tout le temps, il a fallu bien suivre et décrire les étapes de transformation. Tout est une question de rythme et de cycle, aussi bien dans la nature que chez nous, dans notre corps. Ainsi, il y a 5 mouvements. On les appelait aussi des éléments, parce que chaque élément, il y a un mouvement qui correspond et un organe qui correspond aussi. D'accord? Donc, pour le bois, le mouvement, c'est l'extension. Le bois, il part un peu dans tous les côtés. Hein. Il prend de la place, il se lève, il pousse. L'organe associé au bois, c'est le foie. Hein. On a notre foie ici. Donc, son élément, c'est le bois. Le métal, c'est le poumon. Et lui, c'est la compression. Le mouvement, il est plutôt vers l'intérieur. Il se rétracte un petit peu. L'eau descend. Donc ça, c'est facile à comprendre. L'eau, elle descend. C'est l'organe associé, c'est les reins. Les reins, on n'a pas parlé encore des entrailles. Les entrailles associées, donc voilà, ils sont par couple, hein, ils sont par deux. Le feu, c'est le cœur. Le feu, l'énergie du cœur, elle monte, c'est l'ascendant. Et la terre, neutralité, stabilité. La terre, c'est celle qui va nous nourrir, c'est la rate. Et la rate, c'est important de bien la nourrir pour vraiment faire un bon sang. C'est elle qui va fabriquer notre sang dans le corps, avec bien sûr d'autres fonctions, la rate. Donc voilà, je vous ai mis les éléments ici, que vous trouvez, le bois, le feu, la terre, l'eau. Il ne nous reste plus qu'à parler, avant d'aborder les 5 piliers, les méridiens. Est-ce que là aussi, vous en avez entendu parler des méridiens? Alors, je ne me suis pas passée auprès de chacun de vous pour vous demander déjà pourquoi vous êtes venu à cette conférence. Est-ce que c'est vraiment une totale découverte ou est-ce que vous voulez approfondir des domaines? Du coup, notre corps, il est composé de plusieurs méridiens. En fait, c'est un réseau énergétique et dans ce réseau, il y a le chi qui passe. Le chi, il circule avec le sang. En médecine traditionnelle chinoise, l'énergie, elle ne circule pas toute seule. Hein, elle pas... Et c'est prouvé en plus maintenant, les méridiens existent vraiment avec des points que nous avons sur ces méridiens. Et en fait, l'énergie passe sur ce réseau avec le sang. Donc, dès qu'il y a un blocage, dès qu'il y a une stagnation du sang, on va le voir un peu plus tard pour X raisons, mais en général, 70% du temps, c'est à cause de nos émotions. Le sang va s'arrêter, il va devenir moins fluide, et du coup, l'énergie, elle va stagner, ça va se bloquer. Il peut y avoir des douleurs, voire des maladies après qui peuvent arriver. Donc ici, pour exemple, j'ai juste pris le poumon. Hein, il y a 12 points. Donc tout à l'heure, vous savez, en intro, on a fait ça. Je vous ai parlé du méridien du cœur. Et le méridien du poumon se trouve aussi dans le bras, sur les bras internes, comme ça, des deux. Hein. Quand on parle des méridiens, dites-vous qu'à chaque fois, il y a deux parties bien symétriques, à droite et à gauche. Donc, le premier point du poumon, il descend, il se termine ici. Donc, en fait, chaque méridien a son parcours. Donc là, c'est le méridien du poumon. Il va y avoir, même s'il débute ici, il va y avoir une branche à l'interne qui va le relier au poumon. Donc, il y a 10 méridiens qui traversent chacun de nos organes avec nos entrailles associées. Donc, on a le méridien du foie, de la rate, du cœur, du poumon, du rein. Et chaque méridien traverse cet organe avec différents points. Alors, le plus grand et le plus compliqué, c'est le méridien de la vessie. Il y a 67 points. On va pouvoir l'apprendre. Il est très long, le méridien de la vessie. C'est le plus long, il passe derrière. Hein, et il se termine au petit orteil. Celui-là, il a 67 points. Tout ça pour vous dire que chaque méridien n'a pas le même nombre de points. Hein, à peu près. Mais on ne les utilise pas tous. Moi, par exemple, sur le poumon,
je vais utiliser trois points principaux. Chaque praticien a ses points clés. Il y a à peu près en tout, dans notre corps humain, on a à peu près 370 points. Parce qu'il y a des méridiens aussi qui se trouvent, des points qui se trouvent hors méridien, comme le suicide. Voilà. Les hors méridien, mais c'est bien un point énergétique. Donc là, je vous ai mis la petite photo du Rhin. Voici un autre trajet du méridien du Rhin. Donc là, il y a 27 points. Voilà, j'ai voulu vous le montrer parce que le Rhin, en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'énergie, vraiment l'énergie de nos ancêtres. C'est celle qui, quand on est, on récupère l'énergie de nos parents et l'énergie de nos ancêtres. Donc quand je dis qu'on récupère l'énergie de nos parents, par exemple, vous n'aurez pas la même énergie, vous ne serez peut-être pas aussi vite. Si vos parents vous ont fait, par exemple, à, je sais pas, 40 ans, je sais pas, jusqu'à l'âge limite, 40 ou 45 ans, ou alors si vous avez été plutôt conçu dans la vingtaine d'années. Donc tout ça aussi, ça à prendre en compte, en fait, après dans votre physiologie, dans votre organisme, dans votre... Mais ça ne veut pas dire qu'on est avec une énergie moindre. C'est un peu comme le jeu de cartes, en fait. On a le jeu de cartes en main, mais après, tout au long de notre vie, c'est à nous de prendre soin de cette énergie et de l'amener le plus loin possible. Si on a une bonne énergie à la naissance, mais qu'on a un mode de vie complètement, je sais pas, déliré, qu'on boit, qu'on fume, qu'on veille, on est complètement pas du tout équilibré, hein, aussi bien pour manger, on sort trop, on se repose pas assez. Donc là, du coup, cette flamme, cette énergie vitale de nos ancêtres, elle va vraiment se rétrécir. Hein, on ne va pas avoir une espérance de vie bien longue. Par contre, on peut bien sûr, tout au long de notre vie, alimenter cette énergie vitale par une bonne alimentation, un bon équilibre, une hygiène de vie, des exercices, le tai chi, le qigong, la pharmacopée. Donc voilà, je vous ai parlé brièvement des 5 organes qui sont, donc ça je l'ai dit. Voilà. Donc ça aussi, je vous ai dit, hein, ils sont répartis symétriquement du côté droit et gauche du corps et communiquent entre eux. Donc vous allez peut-être vous demander à quoi servent finalement ces méridiens. Alors bien sûr, il y a l'énergie, le chi qui passe, mais il n'y a pas que ça. Cette circulation, je vous le dis, le chi qui circule en continu, même quand on dort, l'énergie circule dans notre corps hein, à travers les méridiens. Donc, ce réseau énergétique des méridiens, il permet de mettre en relation la profondeur et la surface du corps, le haut et le bas, et les organes et les entrailles. Ça veut dire qu'ils communiquent entre eux. On n'a pas la même... ici, la surface de notre corps va correspondre avec l'intérieur de notre corps grâce à ces méridiens, justement. Ils vont donner des informations. Ils vont communiquer entre eux. Les méridiens nous permettent aussi de réguler le yin et le yang, toujours pareil dans notre corps, grâce à ces points hein, qu'on retrouve sur chaque méridien. Et ils transmettent aussi les informations entre les diverses parties du corps pour une cohésion globale. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Quand tout correspond, alors en général, on peut avoir une énergie qui se bloque à ce niveau-là, au niveau du bassin, et au niveau ici des trapèzes. Parce que ce sont des parties du corps, soit ici, qui vont facilement se tendre, hein, parce qu'on va être un peu crispé, surtout en fin de journée, on a des tensions, donc on va avoir tendance ici à monter les épaules. Et le bassin, tout simplement, parce qu'on ne bouge pas trop le bassin. Hein. On va plutôt être sur des mouvements comme ça. Alors il faut vraiment bien, j'aurais pu d'ailleurs en intro, vous faites faire des petits cercles comme ça, des petits mouvements comme ça. Il faut vraiment bouger son bassin, ce qui va permettre au sang, donc à l'énergie, de circuler et de ne pas s'arrêter à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et ça va donner les bonnes informations dans votre corps. La souplesse aussi, elle est importante. Un corps souple, je ne vais pas dire peut vivre longtemps, mais vous aurez moins de mal, plus vous resterez souple tout au long de votre vie et plus ça sera agréable et vous allez mieux communiquer dans votre corps. Regardez les bébés, comment ils sont souples hein, à la naissance et après au fur et à mesure on vieillit, mais on ne travaille pas assez cette souplesse. Voilà, et puis quand on n'a plus de vie, on devient de plus en plus raide.
Alors, voilà, donc on a parlé des 3 trésors, on a parlé du yin et du yang et des 5 mouvements et les 5 éléments. Maintenant, on va parler en fait justement qu'est-ce qui se passe quand l'équilibre est rompu, quand le chi ne passe plus ou quand ça se bloque, qu'est-ce qui se passe, comment arrive la maladie finalement. Il y a plusieurs raisons. Il y a des causes externes. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, le climat est important. Donc, quand je parle de climat, c'est le vent, le froid, la canicule, l'humidité, la sécheresse ou le feu. Chacun de ce climat va affecter un de nos organes. Par exemple, le foie n'aime pas le vent. Les reins n'aiment pas le froid. La canicule et la sécheresse, c'est le poumon. L'humidité, c'est la rate. Et le feu, c'est le cœur. Donc, pendant toutes ces périodes, par exemple l'été, il faut protéger son cœur. C'est des climats qui vont vraiment affecter l'organe. Et du coup, si ça touche l'organe, les fonctions de l'organe vont être affectées. Il va y avoir une disharmonie. Alors, rien de grave, c'est pas grave. Si votre rate est un peu trop humide, on ne va pas être gravement malade, mais on va avoir des inconforts. On aura peut-être une digestion difficile, ou des selles un peu trop molles. On va se sentir lourd aussi. Quand on a fini de manger, par exemple, qu'on se sent lourd, qu'on a du mal à digérer, c'est la rate qui est fatiguée. Alors peut-être qu'il faut aller tonifier, soit au niveau de la rate elle-même, soit on va aller travailler sur son organe. Et puis il y a la diététique aussi qui est important, et la pharmacopée. J'ai oublié de vous dire aussi en tout début, un praticien en médecine traditionnelle chinoise, il est praticien de ces 5 catégories, il les maîtrise toutes. Sinon, s'il ne maîtrise pas chaque domaine, on dira, je vais voir un algoriste, on dira, je vais voir un masseur, je vais voir un acupuncteur. Mais le médecin traditionnel chinois, il maîtrise tous les domaines, la pharmacopée, l'acupuncture. Donc ça, on a vu les causes externes. On les appelle aussi des pervers. Quand le pervers rentre dans notre corps, le froid, l'humidité, si on reste trop longtemps assis par terre sur du froid, le froid, il pénètre notre corps par les orifices, et du coup, on va installer le froid dans notre corps, qui va venir attaquer d'abord en surface, et après, petit à petit, il va rentrer en profondeur. Et les causes internes. Alors, les causes internes, c'est la majorité du temps, 70 à 80% du temps, qui nous rendent plus ou moins malades, qui vont bloquer surtout nos énergies, notre chi. Et en plus, à la différence des causes externes, les causes internes, elles vont directement agir en profondeur. Le perverse externe qui rentre soit par la bouche, soit par le nez, soit par l'orifice ou la plante des pieds, lui, va d'abord rentrer en surface. Mais par contre, l'émotion, elle nous attaque directement en profondeur. Donc, si on est traversé par une grande émotion trop forte d'un seul coup, là, l'organe en question, il va être directement affecté. Je vous donne un exemple. Vous perdez un être cher, c'est une très grande tristesse, c'est normal. Ça va être le poumon qui va être affecté. Mais du coup, en fait, il ne s'agit pas de se dire qu'il ne faut plus avoir d'émotions. On n'est pas des robots, des émotions, on en a tout au long de la journée. Du matin au soir, on est rempli d'émotions. Mais ce qui est important de faire, c'est de pouvoir les identifier déjà, et de les sentir traverser, et de pouvoir les libérer. Soit en faisant de l'activité, le poumon, par exemple, là, j'ai perdu un être cher, mais je vais essayer de le masser, je vais faire de l'exercice, il faut que je me force à sortir. Parce qu'on peut très vite tomber dans la dépression. Une grande tristesse, on peut tomber dans la dépression. Donc, il faut de suite essayer de rééquilibrer. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'émotions. On n'est pas des robots. Bien sûr qu'on a des émotions, mais il faut juste... Il y a un exemple aussi que j'aime bien. C'est par exemple, on traverse, on se promène, il y a un mur, et derrière, il y a un gros monstre. Alors, imaginez, j'ai super peur. Ça. Et à chaque fois que je vais passer, je le vois pour la première fois, je vais crier, je vais hurler quand je vais voir ce monstre. Mais la deuxième fois, je sais qu'il est derrière, je vais avoir à peine un peu moins peur. Mais si je passe
souvent, je sais exactement où il est, je sais comment il sort, mais je vais avoir de moins en moins peur. C'est un peu ce principe de comment on gère nos émotions. Hein. Mais il faut qu'elles sortent. C'est comme une colère. La colère, il y a des gens, ils la sortent facilement. Hein. Des gens qui vont taper sur la table, qui vont claquer des portes. Ça, c'est une colère qui sort. Donc là, la colère, elle affecte le foie. Mais il y a des gens qui sont autant en colère, mais qui n'arrivent pas à le sortir. Et c'est une colère rentrée. Hein, ils se bouffent à l'intérieur. Ils sont là, ils vont serrer les mâchoires. Mais là, à force, le foie, par contre, même si l'autre il est souvent en colère et autant en colère, mais à force, le foie il va être plus fatigué que celui qui sort sa colère. Mais je ne veux pas dire que l'autre, il faut quand même qu'il fasse un travail sur la colère, peut-être le détendre, faire du tai chi, de la méditation. Donc, voilà. Et les autres causes, c'est aussi tout ce qu'on va ingérer. Hein, donc, on a vu les causes externes, le climat, et les causes internes, les émotions. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a bien sûr ce qu'on va ingérer, ce qu'on va manger, si on fume, l'hygiène de vie qu'on a, le repos, le sommeil. Tout ça fait partie aussi de notre santé. Et du blocage d'énergie. Tout n'est qu'une question de circulation d'énergie qui doit circuler librement dans notre corps. Donc, une fois qu'on fait circuler l'énergie dans notre corps, tout va bien. Donc, le meilleur remède, c'est la prévention. Alors, c'est le titre de la conférence, vous avez vu, j'en parle à la fin. Il y avait tellement de choses à dire avant, mais en fait, voilà, le mieux, c'est de ne pas tomber malade. Et les 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise, donc il y a la Q, hein, les aiguilles, on va venir en fait poser des aiguilles, le praticien va venir planter des aiguilles le long des différents méridiens. Suivant, n'oubliez pas qu'il y a le diagnostic, justement, il ne va pas planter les aiguilles comme ça au hasard. Il aura parlé pendant un bon moment d'ailleurs avec son patient, il aura pris le pouls, hein, qui demande des années de pratique. Le pouls, en fait, sur chaque bras, il indique l'état de santé de chaque organe. Donc, à droite, à gauche, on peut le prendre ici aussi, le pouls. L'observation de la langue aussi. Dans la langue, au niveau de la langue, il y a les organes aussi. Hein. Donc, au fond, c'est le rein. Au milieu, on a la rate, un peu plus proche, plus devant le poumon. Et tout au bout, le cœur. Et sur les côtés, foie et vésicule biliaire. Donc, il va regarder tout ça, le praticien. Ça va lui donner des informations. Il va regarder le visage aussi de la personne, le regard. Tout ça va lui donner des informations. Il va savoir où aller poser son aiguille. D'abord, il demandera à la personne pourquoi vous êtes venu, de quoi vous souffrez. C'est vraiment un échange. Et aussi le fait de sortir et de dire là où on a mal, ça libère aussi. Le fait de libérer, ben on est presque à 50%. Je ne sais pas, je n'ai pas mesuré, mais on lâche et du coup, il y a une partie de guérison. Vous êtes tous en vous-même porteurs de l'auto-guérison. On peut tous s'auto-guérir en ayant les bons outils, les bons réflexes. Il n'y a que vous qui sachez vraiment comment vous vivez dans votre corps. Donc voilà, là, ici, vous voyez, tout à l'heure, vous parlez du méridien de la vessie. Là, on est sur le méridien de la vessie. Un peu de pharmacopée. La diététique, donc là, le massage avec le coude. Le tai chi chuan, qigong et du moxa. Alors j'en ai mis aussi un moxa pour vous faire une petite démo. Donc voilà. Donc avec les aiguilles, on va venir stimuler un point. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, si on est trop yang, on va venir disperser. On va enlever un petit peu l'énergie qui est en trop. Comment on le sait? En fait, quand vous parcourez le long de vos méridiens, des fois on a des petites douleurs. Ça veut dire qu'il y a un excès, que l'énergie ne circule plus. Donc, soit on va appuyer pour libérer un peu cette énergie bloquée, soit c'est en vider, il faut aller le tonifier. Donc, avec une aiguille, on peut aller tonifier dans le sens d'une aiguille d'une montre et on va disperser dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Aujourd'hui, ceux qui peuvent piquer, ceux qui peuvent planter les aiguilles, c'est que les médecins. Il y a des médecins en France qui se sont formés à la pub et qui peuvent piquer.
Moi, je me suis formée, mais je ne suis pas médecin. Donc, je ne pratique pas. Je pratique en fait avec le doigt. Hein. Le pouvoir de la pensée, mon doigt se transforme en piqûre et c'est la même chose. Je n'utilise pas d'aiguille en fait. Parce que si jamais il aime quelque chose, voilà, la personne, eh ben, le praticien, il n'est pas vraiment couvert. Hein, parce que c'est compliqué ici, on ne l'a pas encore bien intégré ou bien développé. Après, c'est normal parce qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Donc, la pharmacopée, c'est les plantes. Donc, on prépare c'est la potion magique avec des plantes qui a vraiment plein de vertus. On l'a répertorié à peu près 800 et il y en a 400 qui sont utilisées. Donc, dans les plantes, on prend tout. La fleur, les tiges, le bourgeon, et on peut les préparer sous différentes formes. Il y en a qui vont pouvoir, qui vont les faire comme du thé, ils vont les faire infuser. Il y en a qui vont les faire en capsule. Vraiment là, ça dépend des personnes. La diététique, donc aussi, la médecine traditionnelle chinoise, met vraiment un côté particulier à préparer la cuisine. C'est pas du tout comme nous pour les aliments. Pour eux, chaque aliment, c'est presque un médicament, on pourrait dire un médicament, parce que ça va venir soigner et renforcer aussi nos organes. Vous remarquerez, dans les plats chinois, il y a toujours les 5 couleurs, en tout cas souvent, il y a les 5 couleurs, parce que chaque couleur correspond à un de nos organes. Il y a les saveurs aussi. Chaque saveur correspond à un organe. L'acide, c'est le foie. Avant d'arriver à une saison de l'organe, on va s'arranger pour goûter justement et pour mettre cette saveur-là. Le cœur, c'est la mer. Donc, toutes ces saveurs viennent entretenir la qualité et l'énergie de nos organes. Mais c'est toujours pareil. Il faut toujours aussi équilibrer. Moi, j'adore le sucre. Mais bon, si je m'écoutais, on va à longueur de journée avec du chocolat, tout ça. Mais si on mange trop de sucre, ben on va affaiblir, on va fatiguer notre rate. Hein, parce que le sucré, c'est la rate. Donc, il en faut un petit peu. Il faut savoir équilibrer. C'est tout un art aussi, hein, la diététique chinoise. Je vous ai présenté ici les 10 grandes règles de la diététique chinoise. En même temps, ça paraît tellement évident. Hein. On favorise une alimentation variée en utilisant les 5 saveurs. Privilégie une alimentation vivante de saison. Donc, vivante, en fait, tout ce qui est congelé, c'est mort. Il n'y a pas de... voilà. Et vraiment, c'est bien de prendre l'aliment vivant, cru, pas trop cru, parce que du coup, ça peut aussi fatiguer du coup, la rate, mais on va sur le consommer. Pas de pimentage pour éviter d'épuiser le feu digestif et d'encrasser les intestins. Favoriser l'alimentation légère et digeste. On mange jamais jusqu'en plus en pouvoir. Il faut toujours de l'espace un petit peu, parce qu'en plus, le temps que notre estomac donne l'information à notre cerveau qu'on a assez mangé, il y a du temps. Donc, on mange doucement, on mastique bien aussi pour aider la rate. Limiter les aliments crus, froids ou glacés. En fait, ces trois catégories d'aliments vont vraiment fatiguer la rate. Par exemple, l'été, si vous aimez les glaces, ou les boissons bien glacées avec plein de glaçons, il faut quand même essayer de limiter, parce que ça fatigue la rate. Parce qu'il faut qu'elle puisse digérer du chaud. D'ailleurs, vous remarquerez, à chaque fois, pratiquement les repas, il y a un petit bouillon, hein, une petite soupe servie en entrée, tout simplement parce que le chaud permet de mettre en mouvement. Donc, ça va tout doucement mettre en mouvement l'énergie et le travail de la rate. Vous aidez. Tandis que si au réveil, vous servez direct, je ne sais pas moi, une avec plein de glaçons, même si c'est bon au goût et que vous buvez de la vitamine, vous fatiguez énormément votre rate à ce moment-là. Et du coup, vous allez accuser, quand ça va être sa saison, en septembre-octobre, quand vous aurez accusé des glaces, des glaçons, tout ça, vous allez arriver en septembre-octobre fatigué. Et en plus, il y a un changement de saison qui arrive. Donc, souvent, cette période-là, on est... de toute façon, à chaque saison, un changement de saison, on est fatigué, mais encore plus ici. Réduire la consommation de sucre, bon, ça on l'a dit, et réduire la consommation de produits laitiers, générateurs de mucosité. Les mucosités aussi, on les appelle les trames. C'est ceux qui vont en fait se loger
par exemple, dans les bronches, qui va se poser et qui va, ces mucosités vont empêcher de faire circuler librement l'énergie. Et ça va stagner après. Donc, produits laitiers, respecter les horaires et surtout prendre un dîner léger et suffisamment tôt. Diminuer la consommation de viande, charcuterie, œufs. Le massage Twina. Donc là, j'ai peut-être un peu plus développé. Donc là, on est dans la crâche. Donc, avec les méridiens et les aiguilles, on est directement sur des points. Avec le massage Twina, il y a tellement on va travailler aussi sur les méridiens et sur les organes aussi. Mais rien qu'avec les mains, il y a tellement de techniques. Hein, on peut masser, bien sûr, avec les mains, on peut masser avec les coudes, on peut masser avec les pouces, je peux masser avec ça, hein, ici. Et il y a plein de techniques qui se font sur toutes les parties du corps. Donc, vous comprendrez qu'on ira un peu plus doucement sur des parties plus fragiles. Hein, sur le ventre, je ne vais pas aller taper ou bourriner, ou on fait doucement. Souvent, on me demande si ça fait mal. Alors, il y a des douleurs, il y a des pratiques qui sont assez douloureuses en médecine traditionnelle, en massage de Twina, mais c'est un bien pour un mal. Ce n'est pas un massage de bien-être, le Twina. Par contre, on va toujours faire en sorte pour qu'il y ait une technique douce. Et après, quand le corps se détend, il faut aussi que la personne nous fasse confiance, pas que ça fasse toujours mal, pour pas que le point se referme. Et après, il y a une technique un peu plus douloureuse. Mais ça va du plus doux au plus fort. À chaque fois, on essaie vraiment de varier. Et ça va dépendre aussi des personnes. Je ne vais pas faire le même massage à une personne de 40 ans qu'à une personne de 70 ans ou à un enfant. Les enfants, ils sont plutôt young. Donc, on ne peut pas leur faire un massage d'une heure et demie, déjà pour qu'ils restent en place. Donc, on va aller à l'essentiel. Et en général, les enfants, on va les masser au niveau des mains ou des pieds. Hein, je pense aux tout petits, parce que du coup, je ne vous ai pas dit, mais au niveau des pieds, des mains et même des oreilles, on retrouve nos organes. Donc, si j'ai un tout petit, voilà, pour que ce soit efficace, la bronchite, je vais venir travailler soit sur ses pieds, soit sur ses mains. Et je laisse juste la minute. Après, les personnes, voilà, on peut masser une heure et demie. Et les personnes âgées, trop âgées, c'est pareil, on ne va pas leur faire un massage d'une heure et demie. On va raccourcir la séance parce que ces personnes, par contre, elles sont trop yin. Et du coup, le massage, ça va apporter trop de lien, mais la personne, elle aura du mal après à se rééquilibrer. Ça sera trop en une seule fois. Donc, on adapte, on s'adapte. Voilà. Donc, il y a 300 manipulations, hein, avec les doigts, les paumes de la main, on peut masser avec l'avant-bras, le coude. Donc, voilà. Et le Qigong et le Tai Chi. Donc, moi, je développe. En fait, ce sont deux pratiques qui ont le même final, le même objectif. Toujours pareil, de faire circuler l'énergie librement dans notre corps. Mais après, chacun choisit ce qu'il préfère. Le Qigong, on est un peu plus dans le soin avec les organes, en fait. On va travailler à peine un peu plus statique, même si à l'intérieur ça bouge. On va travailler plus des mouvements, on va venir étirer, ça va venir masser le foie, masser la rate. C'est le travail du souffle. Le Qigong, ça veut dire le travail du souffle. Donc, on va être. C'est un travail interne. Voilà. Il y a plusieurs Qigong. Il y a le Qigong des animaux, le Qigong des paysans, le Qigong des sons aussi, où chaque organe a son son associé. Donc, je vais sortir un son en faisant un mouvement spécifique et ça va venir travailler sur cet organe, avec une horaire aussi précise. Hein. Si je veux venir travailler sur le méridien du poumon ou le poumon, je vais plutôt travailler dans des heures bien précises, comme le rein, de 17h à 19h. Ça va vraiment dépendre de plein de choses. Et le tai chi, alors moi je préfère le tai chi, parce que c'est un peu plus dans le mouvement. Le tai chi, moi j'aime parce que ça fait plus martial. C'est des applications martiales. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est pour libérer. Alors quand je dis application martiale, on est... en fait, c'est des formes, c'est un enchaînement de mouvements qu'il faut retenir, qui se travaillent en lenteur
Et dans ces mouvements, chaque mouvement correspond à une application martiale. Donc, je voulais vous faire une démo, vous faire pratiquer, mais je ne sais pas si vraiment on va avoir le temps. Je voulais juste vous montrer l'application martiale. Donc, en fait, le Tai Chi Chuan, il est vraiment très bien pour la perception de son corps, la coordination, parce qu'il va inverser des mouvements. Notre cerveau n'est pas habitué à faire des mouvements inverses. Donc, il y a un petit temps d'adaptation. Il ne faut pas être pressé avec le Tai Chi Chuan. Ça s'apprend petit à petit. Il y a le pas de base, il y a la coordination, la fluidité et surtout le relâchement. Il faut être relâché. Le relâchement, ça se travaille. Voilà, c'est pas inné. Il y a certaines personnes, elles n'arrivent pas à être relâchées. On dit, mais relâche-toi. Oh oui, je suis relâchée. Quand tu masses, le bras, il est. Oh oui, non, mais je suis relâchée. Non, le bras, s'il reste en l'air, c'est qu'il n'est pas relâché. Il faut être vraiment tout relâché. D'accord? Quand on fait du Tai Chi Chuan, c'est suivant les parties du corps qu'on va utiliser. L'autre partie doit rester en total relâchement. Si je travaille au niveau des jambes, toute la partie haute du corps doit être souple, doit être tout léger et disponible. C'est aussi, on parle aussi de méditation, le Tai Chi Chuan. C'est une méditation active, puisque comme on est dans le mouvement, on doit se rappeler des mouvements qu'on fait, parce que c'est un enchaînement de mouvements. Il y a plusieurs formes. Il y a la forme 24, la forme 88, la forme 48. Le Tai Chi Chuan aussi, il y a l'éventail, il y a le bâton, il y a l'épée. Et chacun choisit ce qu'il préfère. Et il y a plusieurs styles de Tai Chi Chuan. Il y a le Chen, il y a le Yang, il y a plusieurs styles. Voilà. Je voulais juste vous faire la petite démo, après je vais vous montrer ça, la petite démo d'une application martiale, juste comme ça, pour le plaisir. Donc il y a ici Jean-Jacques qui pratique aussi le Tai Chi Chuan. Avec moi, je vais juste vous montrer une application martiale. Donc, je vous montre l'application martiale à vide. Donc, c'est séparer la crinière du cheval. Dans le Tai Chi Chuan, même dans le Qigong, c'est souvent des noms. Chaque mouvement a un nom. Donc là, je vais vous faire séparer la crinière du cheval. Je travaille dans la lenteur et je suis souple, je vérifie mes postures. Et en application martiale, ça donne, donc vous avez vu le mouvement, tout léger, tout souple, tout gentil. Là aussi, on est gentil. En application martiale, c'est sur un coup de poing. C'est juste pour vous montrer que chaque mouvement correspond à... Alors, c'est pas pour attaquer, hein. Merci. C'est pas pour attaquer, c'est juste quand on fait le tapis, qu'on se déplace, qu'on apprend la forme. En tout cas, moi, j'aime bien à chaque fois, je m'imagine, parce que le pouvoir de la pensée permet, quand votre pensée est bien dirigée, vous visualisez bien ce que vous faites, du coup, votre mouvement il devient de plus en plus parfait. Si je fais ça, mais je ne sais pas trop en fait ce que je fais, voilà, je vais me retrouver le bras ici, bon, c'est pas trop. Tandis que quand vous visualisez ce que vous faites avec l'intention, du coup, le mouvement il devient parfait. Et ça, je vous en ai parlé, je ne sais pas du coup si j'en ai parlé du ça. On a parlé des aiguilles, donc on vient avec une aiguille sur chaque point, sur des méridiens, les points qu'on aura choisis. On peut venir aussi travailler le point avec du moxa. C'est pas si grave. Non. J'ai demandé l'autorisation. En fait, on va le brûler. Il va avoir le goût rouge. Et je peux venir aussi travailler les points pour tonifier ou disperser sur le méridien. Je viens travailler avec le moxa. Le moxa, c'est de l'armoise, c'est une plante. Il y a plusieurs mélanges de plantes. Donc, soit je vais venir disperser le point, soit je vais venir le disperser pour disperser. Je chauffe bien, j'attends que ça devienne bien rouge et je vais venir tout proche de la peau et je vais sortir de suite. Là, je disperse. Si je veux tonifier un point, je vais me placer un peu plus haut et je vais laisser plus longtemps comme ça. Et là, je vais tonifier. Donc, je peux faire le sens du mouvement. Je peux le faire dans le sens du mouvement.
et je vais doucement, ou je peux aussi faire comme ça. Mais je me mets plus loin. En général, on va utiliser l'organe qui est en faiblesse, le rein. On peut aussi enlever ce bout de papier, récupérer l'armoise qu'il y a dedans, et je peux faire des petites montagnes, des petits pas, que je vais venir placer sur le corps, au niveau des méridiens, au niveau du rein, pour aller tonifier le rein. Je peux y mettre soit une tranche de gingembre, et avec ce petit tas d'armoise, et je mets de l'huile ici, le cramer, et ça va faire comme ça de la fumée, la personne va s'amuser. On fait aussi avec des coupes, là. Alors, les coupes, c'est les ventouses peut-être auxquelles vous faites référence. Alors, comment? Voilà. Mais pour le boxeur, je disperse tout proche de la peau. Et je retire le doute. Et par contre, pour le tonifier, je reste longtemps au-dessus. Donc, tranche de 20 ans, donc pas directement à la peau, mais la petite montagne d'armoise. Je peux aussi, au niveau du nombril, et ça, c'est très bien pour amener l'énergie yin. Ça va renforcer tous les liquides de notre corps. Je peux y mettre du gros sel. Et pareil, je fais ma petite montagne d'armoise. Je mets là et je laisse faire. Donc, ça brûle un petit peu, il faut que ça chauffe. Mais chaque personne est différente à la douleur, à la tolérance. Comment? Sur le gros sel. Je prends du gros sel, je le mets sur le nombril et je prends ma petite montagne d'armoise et je laisse. Si on est comme ça, vous écrasez le bonheur. Comment? Si on est comme ça, vous éteignez ça sur la Je l'écrase comme ça. Non, mais c'est pas l'animateur. Donc voilà. Je n'ai pas amené normalement. J'ai ma petite coupe, mais du coup, j'ai pris ça. D'accord. J'avais pas vu autre chose. Et voilà. Est-ce que ça a répondu à quelques questions? Est-ce que vous y voyez un peu plus clair? Médecine traditionnelle chinoise. Si, je fais des cours de tai chi. Oui, tai chi chuan, le qigong, c'est pareil. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Ces personnes au fond, les 3 personnes au fond, ont suivi ici l'Institut Confucius propose des formations de massage. Ils viennent de terminer leur formation de 20 heures hier. Donc c'était bien sympa. Parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de se manipuler, de voir un petit peu le corps. Donc ici, il y a des tables de massage. On peut faire des massages, bien sûr, couchés ou sur une chaise. Après, j'ai oublié de préciser aussi, les massages chinois peuvent se pratiquer habillés. Il faut juste avoir des affaires amples. Toutes les techniques, c'est ça qui est merveilleux, toutes les techniques du Tuina ou du Hamo, c'est les 2 termes qui sont utilisés, peuvent se faire sur des vêtements. On n'est pas obligé d'être en culotte, en soutien-gorge pour se faire masser. Moi, j'utilise un peu d'huile, c'est plus pratique. Mais voilà, ces massages se font aussi habillés. Ça vous a semblé assez clair? Vous y voyez un peu plus. Ça vous inspire la médecine traditionnelle chinoise? Mais oui, c'est pour ça que je vous disais, j'ai eu beaucoup de mal à la faire parce qu'en fait, j'avais l'impression de partir dans tous les côtés. On n'a même pas parlé des organes, on n'a pas parlé des entrailles, on n'est pas rentré vraiment, ça reste assez superficiel. On va en parler, vous imaginez, de milliers d'années de médecine traditionnelle chinoise, en quelques temps. Voilà. Si vous avez des questions. Merci à vous. Alors, si vous avez des questions à lui poser sur la médecine traditionnelle chinoise. D'accord, donc sinon, vous pouvez échanger après aussi. Hein. Voilà, donc vous pouvez aussi consulter ou bien emprunter nos livres. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis, soit en présentiel, soit en distanciel.
Voilà, merci beaucoup. Merci.